Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Si depuis une centaine d'années qu'existe la Journée internationale de la femme, leurs conditions s'est souvent améliorées, des zones d'ombre persistent. Ainsi, l'UNESCO estime que 64% des adultes illettrés sont des femmes. Des femmes trop souvent victimes de violences et d'oppression et dont les opportunités politiques et économiques sont limitées. Or, dans quelle mesure l'éducation peut apporter des changements, c'est ce que nous verrons dans Learning World. Du haut de ses 15 ans, Malala Yousafzai est une fervente partisane du droit des jeunes femmes et des femmes à l'éducation. Elle a failli payer de sa vie son engagement. Courageuse et déterminée, elle est devenue un symbole du combat pour l'éducation des femmes au Pakistan et son histoire a fait le tour du monde. À l'âge de 11 ans, elle défiait les talibans qui interdisaient l'école aux jeunes filles de la vallée. Elle a commencé par tenir anonymement un blog sur la BBC avant de se faire connaître dans le monde entier. En octobre dernier, alors qu'elle rentrait de l'école, elle a été victime d'une tentative d'assassinat. Ces très graves blessures n'ont entamé en rien sa détermination à défendre l'accès à l'éducation pour les filles. Dieu m'a donné une nouvelle vie, une seconde vie. Et je veux servir les gens, je veux que chaque fille, chaque enfant soit éduqué. L'UNESCO et le Pakistan ont lancé pour cela un fonds Malala pour l'éducation des filles. Son nom a été évoqué pour le prix Nobel de la paix et elle a été nommée par Euronews personne de l'année en 2012. Moins célèbre, mais tout aussi engagée, Swat Sharif a réussi à sortir de la spirale d'un mariage arrangé et à convaincre ses parents de la laisser étudier. Elle est aujourd'hui directrice d'une école, dont le camp de réfugiés kényans où elle vit. En swahili, Kakuma signifie nulle part. C'est aussi le nom de ce camp de réfugiés au nord-ouest du Kenya. Plus de 100 000 personnes y vivent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Ce n'est pourtant pas le cas de Swat Sharif qui y enseigne. J'ai vu que la seule chose que je peux faire pour les gens, c'est de leur apprendre, de leur enseigner ce qu'ils sont supposés faire. Swat Sharif est née il y a 23 ans, au beau milieu de la guerre civile somalienne. Quand elle a eu 4 ans, sa famille a fui son pays et ses combats pour se retrouver à Kakuma. J'ai commencé mon école primaire dans le camp de réfugiés de Kakuma, dans l'école où j'enseigne maintenant. En tant que réfugiée, j'ai pu voir toutes les difficultés auxquelles est confrontée une jeune fille. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir professeure. Grandir dans un camp a été tout sauf facile. Par ailleurs, l'école était considérée comme une priorité pour les garçons, mais pas pour les filles. Et Swad était déterminée à changer les règles. Quand j'ai fini le lycée, je suis tout d'abord venue ici pour donner des conseils aux filles, et puis je suis retournée à l'école. À cette époque, il n'y avait que 200 filles en tout et pour tout à l'école. Désormais, nous en avons 755, et il y a autant de filles que de garçons. Elle a conseillé aux filles de ne pas abandonner l'école et elle nous montre la bonne voie et à ne pas prendre de mauvaises directions. En accord avec la tradition somalienne, les parents de Swad lui avaient arrangé un mariage quand elle avait 14 ans, mais pour elle, l'éducation était plus importante. Mon père voulait me marier. Je suis allée le voir et je lui ai dit « S'il te plaît, papa, laisse-moi d'abord étudier. Quand j'aurai fini mes études, je paierai la dot que tu aurais dû recevoir, et même plus. Mais s'il te plaît, donne-moi cette chance et laisse-moi finir mes études parce que l'éducation est très importante pour ma vie. » Swad a pu constater de nettes améliorations dans la vie des filles du camp, mais elle voit aussi que le chemin est encore long. Les femmes qui réussissent souffrent toujours de discrimination et les filles doivent soulever des montagnes pour aller dans le secondaire. Les écoles sont pleines, comme dans mon école, où vous allez trouver des classes de 200 élèves. Et l'on peut se demander où ils iront après l'école primaire. Pour l'instant, nous n'avons que 2 écoles secondaires. Et ils sont en train de construire un nouvel internat pour les filles, mais ce n'est pas assez pour les 15 écoles primaires du camp.
Et Souad ne s'en tient pas là, elle suit actuellement des études grâce au programme en ligne d'une université américaine. Je suis désormais en 3e année. Je finirai en novembre cette année et j'enseigne toujours. Ma mère nous disait que peu importe d'où vous venez ou qui vous êtes, ce qui compte, c'est ce que vous avez fait pour les autres. Donc ce que je veux faire, ce sont des relations internationales. Pour l'instant, je suis professeur, mais à l'avenir, je veux faire des relations internationales et peut-être être comme Ban Ki-moon. Claudie Aigneret était la première femme européenne astronaute à se rendre dans la Station spatiale internationale, mais elle est aussi médecin et elle s'est fait un nom dans le monde de la politique. Nous allons voir comment elle est parvenue à réussir dans des sphères aussi différentes. C'est le portrait d'une femme hors norme, d'une vie consacrée à la science. Claudie Aigneret, c'est surtout un nom gravé à jamais dans l'histoire. Celui de la première femme européenne à être partie dans l'espace. Un exploit qui l'a propulsée de l'ombre à la lumière un jour d'août 1996. Si Claudie Aigneret a aujourd'hui les pieds sur terre, elle n'a rien oublié de cette formidable aventure. Un rêve d'enfant devenu réalité au prix de milliers d'heures de travail. Car Claudie Aigneret, c'est aussi un parcours scolaire d'excellence, un bac à 15 ans, un doctorat de médecine à 25 ans. C'est vrai, quand on est une femme et qu'on arrive à l'entraînement, à la Cité des Étoiles, dans un monde assez masculin, il faut qu'autour de vous, vous ayez ce regard qui vous appuie dans votre détermination. Et ça, je l'ai toujours trouvé. Donc que ce soit la famille, que ce soit les amis, les collègues de travail, ils accompagnent un déclic qui, effectivement, peut survenir dans la vie. Moi, c'était ces images, c'est vrai, du premier pas de l'homme sur la Lune. Je crois que c'est pas facile de se dire qu'il y a une clé pour son avenir. Je crois qu'il y a de multiples portes, de multiples opportunités. Et il faut parfois prendre un petit peu le risque, avoir l'audace de pousser ces différentes portes. Et s'il est un homme qui ne l'a pas oublié, c'est l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. En 2002, il propose à Claudie Aigneret de devenir ministre dans son gouvernement. Il en garde le souvenir d'une femme exemplaire. Je l'ai vue aussi combattante, je l'ai vue aussi savoir encaisser, mais aussi quelquefois se sentir un peu fragilisée par la dureté de la bataille politique. J'ai le souvenir d'elle d'un excellent ministre qui avait le sens de l'intérêt général et qui était une grande personne, une grande dame, mais pas dévorée par l'ego, ce qui était assez rare dans un gouvernement. L'espoir de Claudie Aigneret, c'est désormais que son parcours serve d'exemple à la nouvelle génération, notamment aux femmes. Depuis 1 an, elle travaille dans une mission consacrée à la réussite scolaire pour tous. Et elle en est convaincue, il suffirait de peu de choses pour que plus de femmes s'imposent dans les milieux scientifiques. C'est vrai qu'on voit peu de jeunes filles dans les carrières scientifiques et les métiers d'ingénieur. Alors on s'est posé la question, pourquoi, à quel moment ? Pendant tout le parcours scolaire, je crois qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes véhiculés à l'école. Alors là, il faut essayer de les accompagner le mieux possible. Et moi, je milite beaucoup pour que les chercheurs, les ingénieurs viennent dans les écoles ou voient et des discussions avec les enfants, jeunes filles ou jeunes garçons, pour leur expliquer ce que c'est que ce métier. 12 ans après son dernier vol spatial, à 55 ans, Claudie Aigneret n'attend plus qu'une chose, qu'une nouvelle Française décroche à nouveau les étoiles. À ce jour, 525 personnes sont allées dans l'espace, seules 55 étaient des femmes. Cherie Blair, l'épouse de l'ancien Premier ministre Tony Blair, s'est fait connaître comme avocate, mais aussi pour son action en faveur de programmes d'éducation, de défense du droit des femmes. Elle a aussi souvent abordé la question de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale avec 4 enfants. J'ai eu de la chance, j'ai été dans ma famille la première à aller à l'université. J'ai fait du droit, j'étais assez douée pour ça. Et puis j'ai fini par épouser un Premier ministre. Pensez-vous que l'éducation secondaire et supérieure soit toujours un objectif pour les femmes, pour les filles ? Absolument. Une de mes critiques aux objectifs du millénaire pour le développement, c'est qu'ils restent concentrés sur l'éducation primaire. 14 ans, c'est l'âge auquel ma grand-mère a quitté l'école, elle n'est pas allée au-delà. Mais il faut aller plus loin, jusqu'à l'éducation secondaire, mais aussi jusqu'au supérieur.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous espérons que vous avez apprécié ce numéro. À bientôt pour de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes dans une prochaine édition. Goodbye for now. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.